il y a environ un mois, un client avec lequel on avait déjà travaillé dans le passé nous appelle en nous disant, écoutez, on est en train d'automatiser et de vague coder un outil qui va vraiment automatiser tout ce qu'on fait, tout notre processus métier. Il nous manque juste deux ou trois features un peu compliquées, là, on aimerait, mais pas grand-chose. On aimerait que vous veniez nous voir, on discute ensemble du projet, et puis on voit pour combien on pouvait le développer pour nous. Donc on va dans leur bureau, on discute avec eux, on comprend la vision, l'outil, là où il en est, l'interface, le code, etc. Et on se rend compte de deux choses. La première, c'est qu'ils sont pas si proches du but qu'ils pensent. Il leur manque des features assez structurantes. Et deuxièmement, s'ils veulent qu'on travaille ensemble et puis qu'on puisse vraiment peaufiner le produit, enfin vraiment faire une version déployable en production avec des clients dessus, des utilisateurs, il faudrait tout reprendre de zéro. Et ça leur coûterait bien plus cher qu'ils avaient anticipé. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que votre logiciel peut vous coûter jusqu'à 3 fois plus cher que prévu et comment éviter de vous retrouver dans cette situation-là. Donc, tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Hugo, j'ai travaillé chez Amazon pendant 3 ans sur les sujets de conduite autonome, de reconnaissance vocale, ce qu'on appelle de la deep tech. Et depuis, j'ai cofondé Yula Studio. On a accompagné depuis environ 2 ans une vingtaine de dirigeants sur des sujets majoritairement d'automatisation de processus métiers qui existent déjà. Donc, ce qu'ils font déjà, et l'automatiser avec de l'IA notamment. Donc mon but à travers cette vidéo-là, ça va être de documenter nos apprentissages, les erreurs qu'on a faites, pour vous éviter de les reproduire tout simplement. Et aujourd'hui, je voudrais parler du coup de cette tendance qu'on a sur LinkedIn à nous parler des outils type que Claude Code, Cursor, Lovable et autres, qui permettraient de finalement construire une startup valorisée à 1 million en une après-midi. On atteint le 1 million de MRR en 24 heures et en 72 heures, on est probablement milliardaire grâce à ces outils-là. Plus sérieusement, en fait, ces outils-là, en réalité, ils nous donnent l'impression vraiment que la barrière technique n'existe plus et qu'on peut construire n'importe quel outil très rapidement. Et qu'en fait, finalement, ça sert plus à rien d'avoir un développeur. Alors, mon avis là-dessus, c'est que, effectivement, ça permet d'avoir une UI qui est très impressionnante, des features fonctionnelles dans la majorité des cas. Et puis qu'on peut effectivement rajouter une feature en 2 lignes avec une phrase en langage naturel un peu mal formulée et un peu maladroite. Et le modèle d'IA génératif derrière comprend ce qu'on veut et est capable de développer la dite feature. Et pour moi, tout ça, c'est un problème de perception, parce qu'en fait, construire un MVP, c'est rien de bien compliqué, hein. C'est l'équivalent, dans plein de cas, ça pourrait être un tableur Excel qui permet de faire des opérations, des calculs sur les colonnes et sur les lignes. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est utilisable, qu'on peut partager avec un collègue, avec un client, qui est utilisable en production, qui va marcher pour tous les cas d'usage, qui est fiable. Enfin voilà, il y a plein de limites. Et donc on va creuser ce sujet-là ensemble, avec notamment des exemples, l'exemple dont je vous ai parlé au début. Mais avant ça, je veux juste parler du changement de paradigme que j'observe. D'un côté, on a une bonne nouvelle, c'est que le développement, il est beaucoup moins coûteux aujourd'hui qu'il y a quelques années, euh, en argent et aussi en temps. On s'en revient un peu au même. Mais en fait, les outils actuels, ils ont effectivement fait tomber une vraie barrière technique. Et pour moi, on en parlera plus tard, mais le vrai challenge, ça va du coup rester pour les startups qui se lancent, la distribution, parce que maintenant, le coût de développement va être bien inférieur au coût de développement il y a quelques années. Maintenant, le piège, c'est de penser, ben, puisqu'en fait, ces outils d'IA permettent d'accélérer, de réduire la barrière à l'exécution, en fait, ça ne sert plus à rien de réfléchir à notre vision, à ce qu'on veut pour notre produit, à définir clairement un cahier des charges, puisque ça, c'était destiné aux humains, quand on avait des process lourds, où il fallait prendre des tâches, les découper avec des tickets, etc. Maintenant, on s'en fiche, vu que c'est une personne qui fait tout. Et en fait, on arrive même dans des cas où certains s'empêchent de réfléchir, parce que l'exécution est tellement rapide que finalement, se poser pour réfléchir à ce qu'on veut faire, ça n'a plus d'intérêt. Et c'est un petit peu là que moi je veux en venir, et c'est la vision que moi je vais défendre, c'est que l'IA générative rend l'exécution plus simple, mais du coup la vision et l'organisation n'en deviennent que plus importants. Parce que définir là où on veut aller, ça, finalement c'est ça qui est le plus important, vu qu'on peut aller très vite vers cette vision. Euh, et moi je parle du coup en fait, on va déporter la complexité, j'en parlerai après, je fais un schéma récapitulatif, mais on déporte la complexité soit sur la première étape, qui est l'idéation, soit sur la distribution. Ça va dépendre de votre cas de figure. Pour ce qui est de l'idéation, on a des outils qui commencent à exploser. Typiquement idbrowser.com. Celui-ci fait des centaines de milliers de visites par mois et tous les jours, il vous présente des idées
déjà éprouvés avec des compétiteurs, un marché, enfin, ils font vraiment une étude de marché. C'est super bien fait, super intéressant. Mais ça montre bien qu'en fait, les gens commencent à comprendre que ben, puisque l'exécution est simplifiée, en fait, réellement, ce qui va être différenciant pour une startup, c'est de trouver la bonne idée. Ce dont ils vont se rendre compte aussi, selon moi, c'est qu'en réalité, pour une startup, la vraie contrainte, c'est la distribution. Et trouver une idée, ça n'a jamais été révolutionnaire. Mais néanmoins, aujourd'hui, proportionnellement, par rapport à l'exécution, bah, en fait, l'idée est devenue plus importante. Je pense pas en valeur absolue, mais proportionnellement. Pareil, on a ideas.xyz, la version française, un peu moins populaire, mais pareil, qui sort tous les jours une idée comme ça. Donc gratuitement, vous pouvez avoir une idée, puis vous payez, vous avez la liste de toutes les idées qui sont développées avec plein d'indicateurs, des métriques, etc. pour voir la pertinence, la profondeur du marché, etc. Si on revient sur l'exemple dont je parlais au début, c'est un client du coup qui est dans la rénovation énergétique. Donc pour le contexte, eux ce qu'ils font, c'est que dans la rénovation énergétique, il faut monter des dossiers de rénovation et eux, leur rôle, c'est de s'assurer de la conformité de ces dossiers-là. C'est des process du coup qui sont super manuels. En fait, il y a plein de documents à fournir, il y a des faut vérifier que sur la facture, la date est bien la même que sur le devis et que le montant est bien le même, mais le montant n'est pas toujours le même dans certains cas. Enfin voilà. Il y a plein de règles différentes. Il y a des photos avant, après installation, des pièces légales à envoyer, relevé d'impôts, enfin voilà, plein de choses différentes à traiter. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est un process super manuel. Et donc, si on veut augmenter le nombre de dossiers qu'on traite par mois, je vous donne un exemple au hasard, pour traiter 100 dossiers supplémentaires, il nous faudra une personne supplémentaire qui va traiter les dossiers. Donc 100 dossiers supplémentaires, un humain. En automatisant, peut-être qu'on peut faire 300 dossiers supplémentaires égale à un humain, ou 500, ou 1000. Donc voilà, donc il voulait un peu, on va dire, scaler l'humain avec un coefficient directeur un peu plus faible, voire même beaucoup plus faible, et donc du coup en automatisant. Ok. On voit toute la propagande là sur LinkedIn autour de Lovable, etc. Donc bon, bah, il essaie de lui coder lui-même l'outil, qui a quand même pour ambition de remplacer tout leur process métier, hein. Et avec les outils du moment, en fait, il se rend compte que ça avance vite dès le début. Il a une interface, il a commencé à avoir ses sections, ses boutons. Bon, il n'a pas encore de login, il peut pas encore analyser les documents, il peut pas les importer, mais bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Et en fait, au bout de quelques jours, il se rend compte que ben c'est pas tant à portée de main que ça. Le prototype, en fait, il n'est pas fonctionnel. Il nous manque une partie cruciale qui s'appelle l'OCR, c'est finalement extraire les informations d'un document scanné. Donc là, dans leur cas, c'était des signatures. Est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce que c'est la bonne personne qui a signé? Si plusieurs personnes ont signé, qui a signé? L'extraire, machin, etc. Dans des champs, enfin voilà. Il y a plein de petites manipulations à faire. Rien de très technique, mais en fait, sans background technique, ça devient compliqué. Euh, et en fait, pour moi, le vrai problème était même plus profond que ça. C'était pas forcément dans le code ni dans l'exécution, mais c'était sur ce, en fait, en parlant avec eux, ils n'avaient pas pris le temps de définir vraiment la vision du produit. Ils n'avaient pas pris le temps de définir qu'est-ce qu'était le MVP. Le MVP, pour rappel, hein, c'est juste se dire, bah, si on devait développer qu'une seule feature, ou que, en tout cas une poignée de features, lesquelles sont les plus importantes, on va regarder après la complexité pour les développer. Alors voilà, il y a vraiment des choix stratégiques qui sont faits là pour aller tester le marché. Et en fait, rien qu'en réfléchissant à leur MVP, pour le cadrer, le document, il faisait plus de 10 pages. Donc déjà, s'ils avaient ça dans la tête, la charge mentale, elle est assez énorme. Et pour être sûr de rien oublier, de bien prioriser, ça commence à être compliqué. Et ils essayaient surtout de tout faire d'un coup. Donc ils voulaient, dans leur métier, il y a plusieurs types de fiches de rénovation, donc plusieurs types de rénovation énergétique qu'on peut faire. De l'isolation thermique extérieure, de la pompe à chaleur, etc. Ils voulaient gérer tous les formats d'import. Donc se dire, ben, je peux avoir quelqu'un qui m'importe un zip qui contient des fichiers Excel, des fichiers PDF, des fichiers Word, des photos. Quelqu'un qui va importer un document PDF qui contient tout. Il faudra du coup les découper. Enfin, voilà, ils voulaient gérer tous les formats d'import. Il y a quelques cas quand même, faut un peu se poser pour réfléchir. Et ensuite, ils voulaient se connecter à tous les CRM clients en même temps. Et donc quand on va faire tout ça, ben, finalement on n'est plus sur un MVP, là, on est sur un produit complet. On ne va pas réduire à quelques cas d'usage précis, on va pas mettre de contraintes en fait sur l'utilisateur. Et donc déjà, le MVP qui contenait en gros quelques fiches, un format d'import et la connexion à aucun CRM client, il avait déjà plus de 50 tickets de développement qui étaient plus complexes que juste change la couleur du bouton. Donc en fait, ils se rendent compte qu'ils arrivent dans cette situation-là où ils ont un coup, ils récupèrent, alors ils se rendent compte qu'ils ont commencé à travailler dans une direction, ils ont passé beaucoup de temps, parce que là c'est les dirigeants, donc en plus de ça, ils y ont passé de leur temps et de leur énergie, et ils veulent s'entêter, en se disant, bah non, mais on y est presque, il manque pas grand-chose, on continue, etc.
Et c'est là qu'on commence à faire des erreurs et qu'on va encore plus s'embourber euh, dans cette idée-là et qu'on se bute sur cette vision. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est crucial de comprendre, c'est que même un MVP complet, même si ça avait réussi à consolider un MVP complet, c'est toujours pas un produit fini. C'est toujours pas un produit que tu vas mettre en face d'utilisateur et qui va marcher à l'échelle, desquels vos clients vont être satisfaits, qui sera maintenable. Enfin voilà, ça va être juste une prise de tête euh, si vous essayez de mettre ce MVP en production. Donc ce qui manque concrètement, c'est des termes un petit peu techniques, mais c'est processus de prise en charge de nouvelles features, maintenabilité, des stratégies de test, de l'onboarding client, de gestion de compte client, des permissions, etc. La supervision en production avec des outils comme Grafana pour voir si est-ce que mes pods sont tombés, est-ce qu'on a des erreurs en prod, est-ce qu'on est trop lent, etc. De la gouvernance produit dans le temps. On va arbitrer sur les bugs, est-ce qu'ils sont prioritaires ou pas, est-ce qu'on le résout maintenant ou est-ce qu'on le résout dans un mois. La dette technique, il y a un moment où il faut un petit peu faire aussi le ménage dans le code. Des nouvelles features, lesquelles sont prioritaires par rapport aux autres. Est-ce qu'on règle d'abord les bugs ou on fait des nouvelles features? Qu'est-ce qui est le plus important? Et donc tout ça, c'est en fait le rôle très connu dans l'informatique qui s'appelle le chef de projet. Et on a des boîtes comme Google ou Amazon, là j'ai mis des offres d'emploi pour illustrer mon propos, qui nous parlent de Technical Program Manager. Et donc c'est quelqu'un qui va être à cheval entre la technique et le métier. Donc la technique, c'est la partie informatique, et le métier, c'est votre métier à vous. Dans leur cas, c'est la mise en conformité de dossiers de rénovation. Euh, et donc, c'est ce rôle-là qui est super important. C'est celui qui va définir si le produit est prêt à partir en production, et c'est pas lui qui invente si c'est prêt ou pas. C'est en fait, on a défini avant les spécifications pour se dire à ce moment-là, feu vert, on peut partir en production et présenter au client. Là, on a atteint du coup le MVP. On passe sur la V1, V2, etc. Et dans toute cette logique de vraiment passage en production, d'avoir un outil qui est fiable, monitoré, de tout un tas de processus il va falloir que quelqu'un s'en occupe. Donc ça, c'est un rôle bien précis. C'est pas forcément une personne qui fait que ça, mais en tout cas, c'est un rôle que quelqu'un doit prendre. Et en fait, toute cette partie-là, elle est invisible pour les personnes qui sont pas techniques parce que c'est pas visuel, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas une feature, c'est pas de l'interface. C'est de la méthodologie derrière, c'est sous le capot. Donc on ne le voit pas. Euh, la méthode de développement, en fait, c'est d'abord de construire et ensuite de run. Donc pour construire et pour run, mais déjà ça commence au moment où on va construire l'outil, au build, en fait il faut comprendre la partie métier. Il faut comprendre le métier, il faut que le développeur, en tout cas la personne qui va s'occuper de prendre les contraintes métiers, le processus qu'on veut automatiser, voir comment on peut l'automatiser, comment est-ce qu'on peut construire l'outil. Il faut qu'elle s'imprègne du métier et qu'elle maîtrise la technique au même moment. Donc c'est pour ça qu'on parle de Technical Project Manager. Et ensuite, on va avoir tout un processus avec des fondations techniques stables. On va avoir un environnement de développement, un environnement de pré-prod, un environnement de prod. Et tout ça, c'est pour s'assurer, avec des systèmes de recettes, du AT, etc., qu'on va avoir un outil qui est stable pour l'utilisateur en production, pour vos clients, et sur lesquels vos développeurs peuvent aussi travailler. Donc, ils vont travailler sur le développement, enfin l'instance de l'environnement de développement. En pré-prod, vous allez vous recéter, pardon, la version, et après le partir en production une fois qu'elle a été validée. Donc il y a tout un système aussi, en fait, autour de l'outil, il y a tout un enrobage de processus informatiques, enfin d'IT, à mettre en place. Et puis après, derrière, on a la partie maintenance et évolution. Donc là, pareil, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, on va avoir de la maintenance sur des bugs qui sont détectés, des évolutions avec des nouvelles features, et pareil, là, du coup, il faut arbitrer. Qu'est-ce qu'on fait avant? Qu'est-ce qui est prioritaire? Comment est-ce qu'on évalue l'importance d'un bug ou d'une nouvelle feature? Voilà, tout ça, c'est pareil, c'est des, des processus d'IT. Euh, donc ça, c'est juste une théorie hein, qui est utilisée depuis un moment, hein, on voit que l'article est de 2015, mais c'est en fait de dire, en fait, on veut que la même équipe construise que celle qui va derrière maintenir l'outil. Et c'est juste de dire, en fait, on veut qu'on ait la même personne, en tout cas, il peut y avoir une passation, mais que ce soit le même set de connaissances qui soit utilisé pour construire, définir le MVP, construire la version 1 de l'outil, et après derrière pour le maintenir en production. Parce qu'il faut maîtriser de bout en bout les enjeux et la priorisation des sujets. Donc pour conclure là-dessus, en fait, la barrière technique à l'exécution, elle a quasiment disparu. C'est-à-dire que tu vas pas, en fait, quelqu'un qui n'est pas technique va pas être le plus développeur le plus efficace du monde, mais il peut néanmoins développer tout seul. Et en tout cas, ce qui avant correspondait à des mois de développement,
aujourd'hui, on peut le faire en quelques jours. Et on peut itérer du coup beaucoup plus vite. Mais pour moi, du coup, ça ne simplifie pas le projet. En fait, ce que ça fait, c'est que ça déplace la difficulté. Avant, le bottleneck, c'était sur la capacité à produire, et maintenant, c'est sur vraiment la capacité à donner la direction, savoir quoi produire et dans quel ordre. Et du coup, pour moi, la vision, l'organisation, ça pèse plus que jamais dans la réussite d'un projet. Et il faut quelqu'un qui pilote un projet IT, et ça, c'est le rôle du chef de projet technique. Donc en fait, moi, j'ai rapidement fait un schéma là pour illustrer tout ça, le synthétiser en une image. En fait, si je me lance sur un nouveau marché, c'est important d'avoir une bonne idée. L'exécution, aujourd'hui, ben, on l'a dit, hein, ça fait 15 minutes qu'on en parle, elle est plus simple. Et la distribution, elle est super importante. Parce que du coup, là, je me lance sur un nouveau marché, une nouvelle idée, etc. Ok. Donc c'est finalement l'exécution qui va définir si j'ai réussi mon coup ou pas. Par contre, si j'automatise un processus que je maîtrise déjà et que j'ai déjà mes clients, bah, l'idée, en fait, j'ai pas besoin d'avoir l'idée, j'ai juste l'idée d'automatiser ce processus-là, mais il existe déjà, j'invente rien. Et la distribution, je la maîtrise déjà aussi, vu que j'ai déjà mes clients. C'est-à-dire que le vrai challenge ici, c'est bien l'exécution, et c'est de maîtriser l'exécution pour pouvoir automatiser le processus que je maîtrise déjà, et où je connais déjà aussi mes clients. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, qui vous éviterait du coup d'avoir un logiciel qui vous coûte 3 fois plus cher que prévu, en développant par vous-même, vous entêtant en y passant 2 fois plus de temps, et derrière au final devoir trouver un chef de projet ou une entreprise, ou recruter quelqu'un qui va pouvoir vraiment développer le projet de bout en bout avec vous.